Jean de La Fontaine a dit « Tout l'univers obéit à l'amour. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien ». Hello Media Lovers, heureux de vous retrouver pour cette autre édition de Weddings où nous célébrons encore et toujours l'amour dans l'union sacrée qu'est le mariage. Il paraît que l'amour est un secret entre deux cœurs, un mystère entre deux âmes. Mais pour vous, mes lovers, il n'y a pas de secret, ni même de mystère. Nous avions parlé des critères à prendre en compte pour une décoration de mariage à l'extérieur, dans un jardin comme celui-ci. Voici aujourd'hui un exemple de décoration en images et sous musique pour vous inspirer. Et oui, mes chers lovers, Wedding, c'est aussi ça, apporter inspiration et idées originales à chaque édition. Mais je sais aussi que vous avez de multiples idées inspirantes que vous souhaiterez partager avec nous. À vos téléphones, tablettes et ordinateurs pour ce faire via les pages des réseaux sociaux qui s'affichent au bas de votre écran. La vie est une expérience, plus on fait de l'expérience, mieux c'est. L'idée de l'expérience ne remplace nullement l'expérience. Chaque jour est une nouvelle expérience et chaque expérience doit faire espérer un nouveau jour. Une multitude de citations d'auteurs diverses sur l'expérience qui introduit notre invité du jour de la rubrique Projecteur. Flora Lamiro, épouse Zoc, nous raconte l'expérience qu'elle a vécue lors de l'organisation de ses noces. C'est tout de suite. Bonjour, je suis Flora Lamiro Zoc, mariée depuis le 4 juillet 2020. Freddy et moi, nous nous sommes rencontrés en 2013. Je suis toujours d'ailleurs amie de son frère et puis c'est lui qui nous a présentés l'un à l'autre. J'avoue qu'au début, je ne prenais pas trop la chose au sérieux. Nous nous sommes fixés rendez-vous, nous nous sommes rencontrés et c'est allé un peu vite. Là, à cette époque-là, il ne vivait pas au Cameroun. Ça faisait 6 ans qu'il vivait en France. Moi, j'étais ici, j'étais un peu sceptique d'entamer une relation à distance. Mais les choses se sont bien passées et après 7 ans de relation, nous sommes mariés. Disons qu'entre le moment où on a décidé en fin 2019, ça devait être vers octobre-novembre, jusqu'en, disons, février 2020, à peu près 4 mois, on s'organisait, on a commencé à déjà faire les petits préparatifs en ce qui concerne les différents prestataires, on a commencé à prendre des informations. À ce moment-là, en janvier-février 2020, il y avait déjà le coronavirus dans le monde, pas encore au Cameroun. Donc voilà, nous on préparait, on était dans le classique. Il y a eu des restrictions en ce qui concerne le nombre d'invités, les réunions, les rassemblements et tout. En ce qui concerne les salles, ce genre de choses. Mais à un moment, nous nous sommes dit, bon, on va déjà faire le mariage traditionnel avec le nombre de personnes que nous pouvons avoir selon les conditions, selon les règles en vigueur. Et on va voir pour le mariage comment ça va se passer. Finalement, nous nous sommes retrouvés à faire avec une trentaine de personnes pour le mariage traditionnel qui s'est fait finalement en mars 2020. On a continué les préparatifs en espérant que
en juillet parce que juillet c'était la date qu'on avait choisie pour le mariage civil religieux et la réception. Donc entre mars et juillet, on faisait des préparatifs en espérant que les choses allaient aller mieux. Mais à un moment, en juin, franchement, on ne pouvait plus faire grand-chose. Donc on était contraint d'organiser avec les 50 personnes qui étaient permises. Voilà, à ce moment-là. En dehors de la crise, la première difficulté, c'est déjà la période qu'on avait choisie. En juillet, c'est une période très sollicitée. Donc, avoir des salles en ce moment-là, on s'y est pris en février pour réserver des salles, mais plusieurs avaient déjà été réservées pour le mois de juillet. Donc, à 6 mois déjà, beaucoup de salles sont prises. Plusieurs salles sont prises. Donc là, c'est c'est la difficulté majeure à laquelle nous sommes confrontés, donc la disponibilité des salles. En ce qui concerne les prestataires, bon, ça c'était encore gérable. Ma tenue pour la cérémonie, là c'était une autre paire de manches. Nous avons acheté un bazar. On a pris une couleur totalement différente de ce qu'on avait demandé aux invités. Totalement, c'était dans un ton vert, un peu bleu, un peu brillant. C'était super joli. J'ai demandé, je me suis renseignée un peu parce que je voulais vraiment une jolie robe. Je me suis renseignée, on m'a envoyé chez un couturier au niveau de la briqueterie. Je lui ai montré le modèle, totalement raté. Il a totalement raté. Ma robe, à la base, c'était comme, je ne sais pas, une tenue d'une élève. J'étais hyper déçue, hyper déçue. Je suis allée voir une autre dame, celle-là qui avait conçu la tenue de ma maman. Sa tenue était super jolie. La tenue qu'elle avait faite pour mon mariage, elle était très belle. Donc je suis allée voir cette dame. Elle était supposée reprendre la tenue qui avait déjà été faite et, comme on dit, la customiser de façon à ce que ça rejoigne ce que je voulais. Je lui ai remis, elle a pris la tenue. Il a fallu prendre du tissu supplémentaire pour faire ce qu'il fallait. Là encore, déception. Deuxième déception, je crois qu'on était déjà à une semaine de la cérémonie, voire moins. Là, c'est là où ma panique a commencé à ressortir parce que tout le reste, ça allait. Je me suis dit, mais tout ne peut pas aller, mais ma tenue, à quoi est-ce que je vais ressembler? Mes invités seront tellement mieux habillés que moi-même et tout. J'étais assez déçue. Elle était convaincue qu'elle avait fait la robe qu'il fallait. Donc, je suis allée prendre ma tenue. C'est une maman. Il y avait d'autres mamans qui étaient assises là. Et c'était là, oh ma fille, tu es belle avec ta tenue, vraiment. Je n'arrivais même pas. Je souriais, mais c'était un sourire, un sourire jaune. Quand je repense, c'est très drôle, mais sur le coup, j'étais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette tenue-là? En moins d'une semaine, pour la robe que je veux, je ne peux pas aller encore donner ça, acheter encore du tissu, donner à quelqu'un parce que le tissu déjà ça coûtait cher, on a voulu prendre un truc vraiment de bonne qualité et tout. Je suis allée à la catastrophe voir un couturier pas loin de la maison de mes parents. J'avais déjà eu à travailler avec lui, c'est lui qui m'avait confectionné ma tenue du mariage traditionnel. Super jolie, très jolie. Je me suis dit bon, là vraiment c'est ma dernière chance. On était à moins 3 jours déjà. On était à moins 3 jours. Je suis allée chez lui, je crois qu'il était 19h ou 20h ce jour-là. Je lui ai dit que voici une robe. C'est supposé être une robe de mariage. Quand il a vu ça, il a crié, mais ça ressemble à rien. J'ai dit effectivement, ça ne ressemble à rien et ce n'est absolument pas ce que je veux. C'est supposé être la robe de mon mariage. Bon, il savait qu'il y avait le mariage parce que c'est chez lui que j'ai confectionné les chemins de table avec les tissus pagne et les éléments qu'il fallait pour la décoration. Donc, je lui ai remis la robe, je lui ai dit à peu près ce que je voulais. Il m'a dit, ok, laisse-moi la robe, fais-moi confiance. J'étais vraiment sceptique parce que, genre, fais-moi confiance. 2 personnes m'ont dit, fais-moi confiance. Et puis, je me suis retrouvée avec ça. Il m'a dit, ok, fais-moi confiance et tout. Heureusement, ce soir-là, il y avait une autre dame qui était là. Elle s'y connaissait un peu en robe de mariée. Donc, elle m'a conseillé d'autres éléments, d'autres artifices que je pouvais mettre et tout et tout. Et 2 jours après, donc la veille du mariage, il m'a remis ma robe. Elle était super. Donc, en ce qui concerne les couturiers, prenez les gens que vous connaissez qui ont de l'expérience. Celui-là, il a sa petite expérience avec les tissus pagne, bazin et tout. Et franchement, il m'a fait quelque chose de super bien. Et ça m'a fait, j'ai trop dépensé ailleurs, pourtant, il était juste là à côté.
Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est chez lui que je vais lorsque j'ai des vêtements à faire coudre. Un discours traduisant une expérience est souvent plus importante que l'expérience elle-même. C'est de Bernard Weber. Leçon du jour, Flora nous dit travailler avec les prestataires que vous connaissez. L'intégralité de cette interview est disponible sur nos différentes pages de réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire. Après la décoration de jardin, nous allons à présent rencontrer un prestataire qui nous propose une salle pour votre mariage et bien plus. Quels sont les services qui se rattachent ou qui peuvent se rattacher à la location d'une salle de mariage? Un élément à suivre si vous voulez mon avis avec un stylo et un bloc-notes. Ok, moi c'est Aboubakar Moumini, responsable commercial d'une salle de fête. Une salle de fête qui a plusieurs compartiments, notamment le hall d'entrée qui mesure environ 125 mètres carrés. Nous avons la grande salle qui mesure, elle, jusqu'à 650 mètres carrés, qui a une contenance de 600 places assises. Donc, la grande salle dispose également de la mezzanine. Et voilà. Nous avons également une cuisine équipée avec des réfrigérateurs industriels et qui mesure environ 70 mètres carrés. Nous avons également une loge de mariée, elle qui mesure environ 40 mètres carrés. Voilà en gros présenté la salle. Le travail d'un commercial, c'est moi qui rentre en contact avec les clients, c'est moi qui propose toutes les prestations aux clients et c'est moi qui suis en contact avec tous les prestataires donc pour réaliser tout ce qui est conclu avec le client jusqu'à la livraison. Généralement, la rencontre avec les mariés, c'est beaucoup plus digital. Nous avons une page Facebook que nous sponsorisons et nous faisons également des publicités. Sur des chaînes de télévision, dans des magazines, à travers des communicateurs. Et par cela que les clients rentrent généralement en contact avec nous pour une réservation d'une date. Voilà comment nous rentrons en contact avec le client. Après la rencontre avec le client, ici, nous avons la salle. Et toutes les autres prestations, nous proposons un package aux clients que nous sous-traitons. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe? Quand le client réserve une date, nous essayons de donner au client deux options. Il y a l'option de la salle vide. Le client a ce choix, il peut prendre la salle uniquement. Et là, il s'occupe de toutes les autres prestations. Et il y a la deuxième option qui est celle du package, dans lequel il y a la salle, la décoration de la salle, le service traiteur, des accessoires comme la piste de danse, le DJ, la sonorisation, les lumières LED. Et voilà, nous proposons tout ce package au client que s'il est d'accord en fonction du prix, du nombre de personnes que le client va inviter. Nous essayons de présenter tout cela en images généralement. Par exemple, une décoration, on dit au client, ok, voilà les chaises disponibles, voilà les centres de table disponibles, voilà les centres de table, les couverts. Bref, tous les détails qui rentrent dans la déco. Nous proposons également au client le menu qui est disponible, et les différents menus. Voilà en quelque sorte les détails que nous présentons au client et nous essayons de négocier les prix avec le client. Dès lors qu'on est d'accord, nous essayons donc de réaliser tout ce qui a été conclu avec le client à travers nos différents prestataires. Les difficultés rencontrées dans ce métier sont énormes. Mais déjà, la plus grande difficulté, c'est les prestataires. C'est les prestataires parce que généralement, ce n'est pas aisé qu'un prestataire réalise tous les détails que vous avez conclus avec le client et que vous avez transmis à votre prestataire. Soit il va faucher sur les couleurs, soit il va faucher sur un centre de table. Parce que généralement, les prestataires peuvent vous dire oui, nous avons tout ça, nous disposons de tout ça. Mais le jour J, on vous dit non, les mouchoirs de table, cette couleur, ça ne serait plus possible.
Et généralement, ça nous met dans des difficultés. On n'arrive pas trop à dire au client, ok, c'est comme vous avez dit hier, oui, aujourd'hui c'est non. Et du coup, on met le client face au fait parce que c'est le jour J. Il n'y a pas d'autre moyen. Elle est obligée d'accepter ce qui est disponible. Et là, ça ne fait pas généralement la fierté du client parce que généralement, le client voudrait qu'on réalise exactement tout ce qu'on a présenté en image. Ça, ce sont les difficultés que nous rencontrons, que nous essayons d'améliorer chaque jour, mais jusque-là, elles sont encore présentes. Les moments, comme vous dites, le moment le plus agréable, c'est le lendemain de l'événement. Quand le client vous dit « je suis 100% satisfait de votre travail ». Ça, c'est un moment très, très émotif. Nous l'aimons vraiment. Et nous les avons très souvent quand un client vous dit que sur toutes les prestations, je vous donne 20 sur 20. Vous avez mérité. Et ça, c'est très bien pour nous. D'accord. Alors, la prochaine question, c'est quels sont les critères de sélection? Alors, quels sont les conseils que vous donneriez à une personne qui voudrait se lancer dans le métier de Le conseil que moi je veux donner particulièrement, le tout premier conseil, c'est l'honnêteté. Il faut tout faire pour éviter de mentir au client. Si vous voulez travailler sur le long terme, dire au client oui sur quelque chose que vous êtes très conscient que ça serait demain non est une erreur. Et beaucoup de gens le font. Généralement, dans ce métier, il y a ce que moi j'appelle beaucoup plus, il y a trop de jonglage. On est prêt à dire aujourd'hui oui à un client, on le programme et c'est-à-dire on essaye de tout faire pour avoir un autre client pour le dire oui sur le même matériel. Et du coup, c'est le même jour. On est obligé très généralement de les servir à 50% aux clients, ce qui est une très mauvaise chose, surtout pour le long terme. Parce que un client satisfait, comme on le dit, c'est au moins 10 autres clients de gagner. Mais un client insatisfait, vous en perdez 1000 autres clients parce que c'est de la mauvaise publicité. Donc si vous voulez faire ce métier, c'est qu'il faut d'abord faire, la première chose qu'il faut faire, il faut être honnête et réaliser tout ce que vous promettez aux clients. Voilà le conseil que moi je vais donner à toute personne qui veut se lancer. C'est pas un métier facile. Il y a beaucoup, je dirais, c'est trop stressant ce métier. En général, les prestations que nous prenons, c'est pour enlever le stress du client et le remettre sur soi-même. Donc il faut savoir que c'est un métier trop stressant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en jeu. Dans un seul événement, vous avez au minimum 4 à 5 prestataires qu'il faut gérer, ce qui n'est pas généralement évident. Donc, il faut avoir beaucoup de patience, être honnête et supporter le stress. Moi, je dirais le critère d'une bonne salle dépend du concept de la mariée. Qu'est-ce qu'elle veut comme mariage? Généralement, il y a la beauté de la salle. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce que la salle offre comme avantage dans, par exemple, sa mise en place? C'est une salle qui n'a aucun poteau. Ça veut dire que toute la salle, elle peut être VIP. La disposition est tellement facile dans cette salle que la décoratrice elle-même en travaillant est d'abord à l'aise dans la salle et ça donne le choix au marié de là où elle veut se positionner parce que la salle n'impose rien. Ça, c'est un avantage. Bon, par exemple, vous allez arriver, quand vous visitez une salle, et en fonction du concept de votre mariage, c'est à ce moment que vous verrez si la salle elle est bonne pour votre concept. Parce que chaque mariage ne se ressemble pas, chacun a son concept et son rêve. Revenons au mariage entre la religion et la tradition, cette fois-ci entre l'islam et la dot. Le mar est le don selon la prescription de l'islam que l'époux doit faire à l'épouse. Un imam est un ministre ou dignitaire musulman, en particulier le fonctionnaire qui, dans une mosquée, tient le rôle de chef de la prière du vendredi.
Nous avons décidé de recueillir auprès d'un imam autorité en matière religieuse la signification de la symbolique de la dot pour l'islam. C'est tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Je suis Abdullah Tangana, le responsable des nouveaux revertis au centre islamique du serviteur des deux saintes mosquées de Tchinga à Yaoundé, Cameroun. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le terme qui correspond en arabe est as-saddaq. Et dans l'expression as-saddaq, on a le mot as-sidq qui connote le fait d'être véridique. Il s'agit ici de l'expression du désir, de ce dont nous avons besoin. Alors dans la convention juridique, il s'agit d'un bien qu'on donne en guise de remplacement et qu'on publie soit après avoir noué le mariage ou avant de nouer le mariage. Tellement important qu'on l'estime parmi les piliers même du mariage. Il n'y a pas de mariage sauf s'il y a un tuteur, le wali, qui représente la femme, et des témoins, et maintenant la dot, al-mahr. Et effectivement, cette dot a un fondement juridique. Allah dans le Coran dit « Donnez aux femmes, n'est-ce pas, leur dot jusqu'à la fin du verset. De ce point de vue, il n'y a pas de mariage sauf si on a doté la femme. Alors, du point de vue juridique, la dot n'a pas un montant minimal ou maximal. C'est une entente entre les deux futurs conjoints. Ils s'entendent, mais il faut préciser que cette dot-là revient exclusivement à la femme. Même si à la mosquée, on va remettre à son tuteur, mais c'est sa propriété exclusive. Alors il faut donc que la dot soit quelque chose dont on peut tirer profit, quelque chose qu'on peut peut-être commercialiser, et quelque chose d'évident. Il n'y a pas de dot à dire que je vais te donner une monture à l'extrême nord qui n'est pas apparente. Ça doit être quelque chose de concret, mais heureusement que l'islam aussi n'interdit pas qu'elle puisse se donner de manière échelonnée. Très souvent, quand on noue le mariage, la femme a demandé 200 000, mais j'ai 150 000 de disponibles, et les 50 000 qui restent, je vais donner. L'échéance doit être précise aussi, puisqu'il y a des témoins. Ce n'est pas différent aussi. En fait, moi, je tablais simplement sur la dot, la mahr, la saddaq. Mais sinon, que le mariage a une approche strictement juridique, une approche traditionnelle. C'est pourquoi celui qui se marie au centre n'est pas comme celui qui se marie au nord, ou celui qui se marie au Tchad, ou celui qui se marie au Soudan. Vous avez un volet strictement religieux et un volet coutumier. Un volet coutumier, ça fait en sorte que le toqué à la porte est connu partout, dans toute société, mais c'est vrai qu'il n'a forcément pas la même figure. Mais la dot est strictement religieuse. Ça n'a rien à voir avec les cadeaux qu'on peut donner à la famille de la future épouse en guise de présentation. C'est pourquoi vous voyez dans les traditions du Nord, par exemple, quand on vient solliciter la future femme, là, on vient avec du sel, on vient avec des riz ou des bonbons, des choses pareilles. Et puis les parents de la fille vont distribuer dans le quartier. Question de signifier que voilà, cette fille elle est déjà, c'est-à-dire proposée, et l'échéance de mariage sera à tel jour. Ce qui n'a rien à voir avec les cadeaux qu'on peut donner aux parents ou à la fille elle-même avant qu'on ne noue le mariage. De toutes les façons, l'imam noue le mariage. Le mariage n'a pas un lieu d'exigence, mais il va falloir quand même un imam qui va nouer le mariage. Effectivement, c'est lui qui va proclamer toutes choses. De toutes les façons, celui qui viendra représenter la femme sera interrogé et devra répondre aux questions. Alors on va par exemple demander au sujet de la santé de la femme, est-ce qu'elle était déjà mariée avant, comprenez-vous? Et puis de plus en plus on exige même des tests de santé prénuptiaux, c'est ce qu'on dit. C'est très important parce que l'islam vient donner la vie et non la mort. Donc tout ça est public, c'est-à-dire tout ça est public, ça fait en sorte que devant des témoins, devant un responsable religieux, que ce soit dans une mosquée ou dans une maison, on peut nouer un mariage. Comme nous l'avons signifié à l'introduction, c'est la preuve de la véracité, n'est-ce pas, du désir de ce dont on a besoin. C'est pourquoi je vous ai ramené dans la racine arabe, c'est le mot as-saddaq qui vient de sidq, qui signifie être véridique. Donc lorsqu'il fait une dépense, c'est qu'il exprime qu'il est véridique dans son projet. Donc c'est le conseil que le Seigneur lui-même donne dans le Coran. Allah dit dans le Coran, s'adressant aux hommes, « Ashiruhunna bil ma'rouf » vivez avec les femmes de manière convenable. Et le prophète, à lui le salut et la paix, dit « Khairukum khairukum li ahli »
Le meilleur parmi vous, c'est celui qui est meilleur envers sa femme. Précisez qu'il n'a pas dit c'est celui qui se lève la nuit pour prier, qui fait des dévotions. Il dit le meilleur, le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers sa femme. Parce que, en fait, l'islam est venu corriger dans la vie sociale au sujet des femmes beaucoup de choses qui se passaient ailleurs. Et même avant la venue du message islamique dans son sens premier, parce qu'il faut quand même qu'on vous précise, même si vous n'avez pas posé la question, pour nous l'islam c'est la religion de tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam, Noé, Jacob, Joseph, tous ça ils sont des musulmans parce que l'islam c'est la soumission. Mais l'islam dans son sens spécifique, c'est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce message est venu trouver que les femmes étaient tellement marginalisées. Dans l'islam, la femme hérite de chez ses parents, chez son mari, chez ses enfants. Elle hérite toujours, la mère a une part, l'épouse a une part, la fille a une part, considérable parfois. Parfois, elle prend plus que les hommes, malgré que dans la société islamique, c'est l'homme qui prend la charge de la femme. Il faut que les femmes ne se dérangent pas, même si elle a des millions, elle n'est pas tenue de faire une dépense dans le foyer, sauf de manière volontaire. L'homme ne regarde jamais les biens de la femme dans l'islam. C'est lui qui est chargé de s'occuper, de subvenir aux besoins de la femme, mais à la mesure de ses moyens. À la mesure de ses moyens. Alors de ce point de vue, l'islam est venu ouvrir, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'horizon qui était très obstrué pour la femme. Dans certaines sociétés, s'il y a une femme, c'est une marchandise. Les parents savent qu'ils vont se faire énormément d'argent. Non. La femme, elle a droit à l'héritage chez ses parents, chez son mari, chez ses enfants, si cela s'avance dans la miséricorde de leur Seigneur avant. Donc, l'islam nous a recommandé d'être très bienfaisant envers la femme. Que ce soit la mère, que ce soit l'épouse, que ce soit la fille, que ce soit la sœur. Elle a des privilèges qu'aucun homme n'a. Et nous en voulons pour preuve que dans le Coran, il y a tout un chapitre intitulé Surat An-Nisa, chapitre des femmes. Il n'y a pas un chapitre intitulé par des hommes. Donc ça fait que la femme, celui qui veut bâtir un foyer, doit se souvenir qu'il aura peut-être avec l'aide d'Allah des filles qui s'occupent de sa femme comme il aimerait qu'on s'occupe de ses filles aussi. Al-Jaza min jinsil amal, le salaire de la même espèce que le travail. Il faut craindre Allah sur cette femme, il faut craindre Allah sur soi-même, il faut savoir qu'elle a des droits, tout comme elle a des devoirs, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Nombre d'entre vous ont certainement été agréablement surpris de découvrir cette autre approche de la symbolique de la dot. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette interview très enrichissante sur nos différentes pages. Eh bien, mes love lovers, voici la fin de cette autre édition de Weddings. Je pourrais vous dire quel plaisir a été le mien de le passer en votre agréable compagnie, mais vous le savez déjà ça. Donc, je vous dis juste à très bientôt pour un autre épisode de Weddings où nous allons encore et toujours célébrer l'amour, célébrer l'union pour vos antennes. Pour vous, je suis Nathalie Ngono. À bientôt.